Vous regardez cette petite créature sur la photo et vous pensez « Quelle adorable petite peluche !» De petits yeux comme des perles, des oreilles rondes, un corps qui tient dans la main d'un enfant. Vous avez envie de la prendre dans vos bras et de la caresser. Vous pensez savoir qui se trouve devant vous? En réalité, vous avez devant vous l'un des tueurs les plus impitoyables de l'histoire des mammifères. Gramme pour gramme, c'est le prédateur le plus dangereux de la planète. Pas le tigre, pas le loup, pas l'ours, la belette, une créature qui pèse 60 à 70 grammes, soit à peu près la moitié d'une pomme. Un animal de 20 centimètres de long, plus court qu'une règle d'écolier, et qui pourtant tue chaque jour des proies 10, parfois 15 fois plus lourdes que lui, parfois plusieurs fois par jour, sans jour de repos, savens pose, sans pitié. Quand les biologistes parlent de la belette, ils utilisent un mot qui apparaît rarement en zoologie. Ils parlent d'hyperprédateur. Pas simplement prédateur, hyper. Cela désigne une créature dont le métabolisme est si effréné que s'arrêter est impossible. La belette doit manger toutes les quelques heures, sinon elle meurt. Littéralement, son corps brûle l'énergie à une telle vitesse que la mort par inanition peut survenir en moins d'une journée. Imaginez que votre organisme tourne au régime d'un moteur de course et que le carburant s'épuise en quelques heures. C'est exactement la vie de la belette. Aujourd'hui, vous saurez tout. Comment son corps est-il construit? Pourquoi a-t-elle choisi une telle stratégie de survie? Comment chasse-t-elle? Comment élève-t-elle ses petits? Pourquoi des animaux des dizaines de fois plus gros qu'elle la craignent-ils? Et pourquoi les scientifiques débattent-ils encore aujourd'hui chef-d'œuvre de l'évolution ou impasse évolutive? Restez jusqu'au bout. À la moitié de la vidéo, je vous raconterai comment la belette s'en prend à un lapin qui pèse 10 fois son propre poids. Et croyez-moi, ce moment va bouleverser votre idée de ce que signifie être petit, le corps, une machine à se glisser partout. Commençons par ce qui fait d'une belette, son corps, car c'est ce corps qui détermine tout. La stratégie de chasse, le mode de vie, la durée de vie et même le caractère. La belette, Mustela nivalis, est le plus petit représentant de l'ordre des carnivores sur Terre. Le plus petit, pas l'un des plus petits, le plus petit. Les mâles pèsent en moyenne de 70 à 130 grammes, les femelles sont encore plus petites, de 50 à 65 grammes. 60 grammes, c'est le poids de 2 piles AA, et ce poids-là, c'est un prédateur, un vrai prédateur, actif, incessant. La longueur du corps varie de 13 à 26 cm selon la sous-espèce et le sexe. Les femelles sont nettement plus petites que les mâles, et ce n'est pas un hasard, nous y reviendrons. La queue est courte, 3 à 4 cm, mais ce qui compte, c'est la forme. Le corps de la belette est allongé, fin, souple comme un serpent. Son diamètre est d'environ 500 m, moins que le diamètre d'un tuyau d'eau standard. La belette se faufile dans chaque terrier, chaque fissure, chaque ouverture par laquelle passe une souris. Cela signifie que les rongeurs n'ont absolument aucun refuge, nulle part, c'est là le moment clé. La plupart des prédateurs chassent leur proie en terrain découvert. Le chat guette la souris près du nid, la chouette fond sur le mulot dans le champ. Le renard creuse la terre en essayant d'atteindre le terrier. La belette fait autrement. Elle entre directement à l'intérieur, dans le terrier, dans le tunnel, dans la chambre du nid. Elle trouve la souris, là où celle-ci se croit en sécurité, et c'est précisément là que réside son avantage stratégique. Il n'existe aucun endroit où se cacher d'une belette. Si vous êtes un rongeur et que la belette a découvert où vous vivez, c'est fini. Mais ce super pouvoir a un prix terrible. Un corps long et fin est un outil génial pour pénétrer dans les terriers, et en même temps une catastrophe énergétique. Un corps long et fin a un rapport surface, volume énorme. Cela signifie que la chaleur s'échappe instantanément. La belette perd sa chaleur plus vite que presque n'importe quel autre mammifère de sa taille. Des recherches menées à l'université d'Oxford, dès la fin des années 1970, ont montré que le métabolisme basal de la belette est environ 2 fois plus élevé que celui d'un mammifère typique de même masse. 2 fois. Son petit cœur bat à une fréquence pouvant atteindre 400 à 500 battements par minute. À titre de comparaison, chez l'homme au repos, c'est 60 à 80 battements, chez la belette, 500. C'est un moteur qui tourne à la limite de ses capacités.
Honnêtement, la première fois que je suis tombé sur ces chiffres, j'ai dû vérifier 500 battements par minute. Ça sonne comme de la science-fiction, mais c'est bien réel, une réalité qui explique tout le reste de la vie de la belette. À cause de ce métabolisme, la belette doit manger entre un tiers et la moitié de son propre poids chaque jour. Chaque jour. Pas parfois, pas en saison de chasse. Chaque jour, sans exception. Et en période froide, jusqu'aux 2 tiers. Imaginez que vous pesiez 70 kg et que vous deviez manger 25 à 30 kg de nourriture par jour. C'est comme si vous mangiez 30 gros steaks chaque jour. Vous ne le voudriez pas, vous ne le pourriez pas. La mort par inanition survient chez la belette après environ 24 heures sans nourriture. Chez certains individus, encore plus vite. Cela place la belette dans une position unique parmi les prédateurs. Elle ne peut pas se permettre une chasse ratée. Elle ne peut pas se permettre une journée de paresse. Elle ne peut pas se permettre un repos trop long. Chaque heure de sa vie est une minuterie qui tourne. Elle a besoin de nourriture en permanence et cela détermine tout son caractère. La belette n'est pas simplement un prédateur. La belette est un prédateur en état de crise existentielle permanente. Le crâne de la belette est lui aussi un prodige d'ingénierie, si l'on peut dire. Plat, étroit, profilé, sans arcade zygomatique saillante, sans crête massive. Tout est subordonné à une seule tâche, se glisser. Mais malgré cela, les mâchoires sont incroyablement puissantes. Pour sa taille, la belette est capable de briser le crâne d'un campagnol d'une seule morsure. Elle tue en mordant à l'arrière du crâne, endommageant le cerveau ou la partie supérieure de la moelle épinière. La mort survient presque instantanément. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un étranglement, ce n'est pas une poursuite, c'est un coup précis, ciblé, définitif. Le pelage de la belette mérite aussi qu'on s'y attarde. En été, il est brun sur le dessus et blanc en dessous, une coloration protectrice classique. En revanche, dans les populations du Nord en Scandinavie, en Russie du Nord, au Canada, la belette devient entièrement blanche en hiver, pratiquement invisible sur la neige. Ce mécanisme de mue est contrôlé par la durée du jour. Quand les jours raccourcissent, la mélatonine déclenche le changement de pigmentation. Fait intéressant, les populations du Sud ne blanchissent pas, elles n'en ont pas besoin, il y a peu de neige. Les populations intermédiaires, elles, peuvent muer partiellement, sans blanchir complètement, ce qui, avec les hivers doux d'aujourd'hui, leur joue parfois de mauvais tours. Une belette blanche sur un champ sans neige est une cible parfaite pour un rapace. Le squelette de la belette est étonnamment souple. Sa colonne vertébrale est construite de façon à ce que le corps puisse pratiquement se recourber à 180 degrés. Elle se retourne dans un tunnel à peine plus large qu'elle-même. Elle passe par des ouvertures de 2 cm de diamètre. 2 cm. Si votre doigt passe, la belette passe. Dernier détail, ses pattes sont courtes, munies de griffes acérées. La belette n'est pas une coureuse de fond. Elle ne poursuit pas sa proie à travers champs. Son style, c'est le sprint court et l'infiltration. Elle se déplace par un galop ondulant caractéristique, en restant près du sol, plongeant sous les racines, entre les pierres, dans l'herbe. Sur de courtes distances, elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Pour une créature de 20 cm, c'est stupéfiant. Ramenée à la longueur du corps par seconde, la belette se révèle plus rapide qu'un guépard. Mais le corps n'explique pas tout. Il y a un détail auquel peu de gens pensent, la température corporelle de la belette. Elle est d'environ 39 à 40 degrés Celsius, soit environ 2 degrés de plus que chez l'homme. Et cette température doit être maintenue en permanence, dans toutes les conditions, par temps chaud comme par grand froid, de jour comme de nuit, en chassant comme au repos. Par négatif 30 degrés Celsius, l'écart entre le corps de la belette et son environnement atteint 70 degrés, 70, et toute cette chaleur s'échappe à travers son corps long et fin comme l'eau à travers une passoire. Voilà pourquoi la belette ne peut pas s'arrêter. S'arrêter équivaut à mourir, littéralement. Il y a encore une caractéristique qui mérite d'être mentionnée. La masse musculaire de la belette représente environ 35% de sa masse corporelle totale. C'est un taux très élevé. À titre de comparaison, chez l'homme,
Les muscles représentent environ 40%, mais nous sommes des dizaines de milliers de fois plus lourds. Ramenée à l'unité de masse, la belette est l'un des mammifères les plus musclés qui soient. Cela explique sa force de préhension incroyable. Une fois qu'une belette s'est accrochée, il est pratiquement impossible de la détacher. Des chasseurs racontent qu'une belette agrippée à une main ne desserrait pas les mâchoires, même soulevée en l'air. Petite, légère, mais une prise comme un étau. La chasse, ni attente, ni pitié. Venons-en maintenant à la raison d'être de ce corps, la chasse. La belette est une chasseuse spécialisée de petits rongeurs. Campagnols, souris, lemmings constituent l'essentiel de son menu. Mais le mot spécialisé ne veut pas dire limité. La belette tue aussi des musaraignes, des taupes, de petits oiseaux, des lézards, des grenouilles, des insectes et dans certaines situations, des lapins et des rats plusieurs fois plus lourds qu'elle. La méthode de chasse de la belette diffère de tout ce à quoi nous sommes habitués dans le monde des prédateurs. Elle n'attend pas, elle cherche activement, sans relâche, méthodiquement. La belette explore le terrain, inspecte chaque terrier, chaque fissure, chaque abri. Elle se déplace en zigzag, scrutant l'espace avec son odorat. Le nez de la belette peut détecter l'odeur d'une souris sous la neige, sous les feuilles, sous 10 centimètres de terre. Une fois l'odeur repérée, elle s'infiltre. La belette pénètre dans le terrier. Son corps étroit glisse dans le tunnel. Le rongeur entend, sent, mais n'a nulle part où fuir. Le terrier, qui était un refuge, devient un piège. La belette se déplace dans le réseau de galeries, coupant les voies de retraite, acculant la proie dans un cul-de-sac, puis une seule morsure à la base du crâne, précise comme un tir. Les recherches de Caroline King, l'une des plus grandes spécialistes mondiales des mustélidés, ont montré que la belette met en moyenne moins d'1 minute pour tuer un campagnol une fois le contact établi. Moins d'1 minute, souvent quelques secondes seulement. Elle saisit sa proie avec ses pattes avant, enroule son corps autour d'elle et lui inflige immédiatement une morsure mortelle. Le campagnol n'a même pas le temps de se défendre ni de crier. Ce n'est pas une chasse au sens habituel, c'est une exécution. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant. La belette est capable de tuer un lapin adulte pesant 5 à 2 kg. Rapporté à son propre poids de 70 grammes, c'est à peu près comme si un être humain terrassait à main nue un bison sans armes. Comment fait-elle ? Elle saute sur le dos ou la nuque du lapin et s'y agrippe. Le lapin se débat, se secoue, essaie de la déloger. Mais la belette tient bon avec une poigne de fer. Ses mâchoires se referment avec une force totalement disproportionnée par rapport à sa taille. Elle mord la partie arrière du crâne, cherchant à atteindre le cerveau. Le lapin peut courir, sauter, se rouler par terre. La belette ne lâche pas. Le processus peut durer plusieurs minutes, de longues minutes éprouvantes, pendant lesquelles ce minuscule prédateur se fraie méthodiquement un chemin jusqu'au cerveau de sa victime. Un spectacle, disons-le franchement, qui n'est pas pour les âmes sensibles. J'avoue que ce moment précis a été pour moi décisif dans ma compréhension de la belette. Quand on voit une vidéo montrant une créature de la taille d'un crayon tuer un lapin qui pourrait l'écraser d'un seul mouvement, on comprend que le mot « courage » n'a pas sa place ici. Ce n'est pas du courage. La belette n'a pas le choix. Elle doit tuer chaque jour ou mourir. Il y a encore un aspect de la chasse dont on parle rarement. La belette fait des réserves. Ce comportement s'appelle le caching. Quand une belette tombe sur une colonie de campagnols, elle tue plus qu'elle ne peut manger en une seule fois, parfois beaucoup plus. Il est documenté que des belettes ont tué de 10 à 15 campagnols au cours d'une seule sortie de chasse. Elle entrepose ses proies mortes dans un endroit particulier, généralement une chambre agrandie d'un terrier emprunté. C'est une réserve stratégique pour les jours de disette. Certains observateurs ont appelé cela un massacre excessif et l'ont interprété comme de la cruauté. Mais ce n'est pas de la cruauté, c'est un comportement parfaitement rationnel dans un monde imprévisible. La belette ne sait pas quand elle trouvera la prochaine colonie de campagnols. Elle ne sait pas quand la neige tombera et rendra la chasse plus difficile. Elle ne sait pas quand viendront les jours vides. Alors elle saisit l'occasion et fait des réserves. C'est une assurance contre la mort par inanition qui peut survenir en 24 heures. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vu une belette dans la nature ? Peu
Peut-être a-t-elle traversé votre jardin ou l'avez-vous aperçue sur un sentier forestier? Écrivez-le en commentaire. Racontez-nous comment c'était, car apercevoir une belette est très rare. Elle est petite, rapide et incroyablement discrète. Les sens et le territoire. Il faut dire un mot des capacités sensorielles de la belette. Sa vue est moyenne, elle ne compte pas sur ses yeux comme outil principal. Son ouïe est bonne. Elle capte les sons de haute fréquence émis par les rongeurs, mais son arme principale, c'est l'odorat. Le nez de la belette est un instrument d'analyse d'une extrême précision. Elle distingue les odeurs individuelles de chaque campagnol. Elle détermine à l'odeur si le campagnol est vivant, depuis combien de temps il est passé à cet endroit, dans quelle direction il est parti. Selon une étude menée à l'université d'Exeter en 2004, la belette est capable de suivre la piste olfactive d'un rongeur laissé plusieurs heures auparavant avec une précision qui va jusqu'à identifier le tunnel exact dans le réseau de galeries. Le territoire de chasse de la belette varie selon l'abondance des proies. Un mâle peut contrôler une zone de 1 à 25 hectares, soit environ 35 terrains de football pour un animal qui tient dans la paume de la main. Une femelle de 1 à 10 hectares, ces territoires se chevauchent partiellement. Le mâle englobe généralement le territoire de plusieurs femelles, mais ne tolère pas d'autres mâles. Les limites sont marquées par des odeurs issues de glandes particulières, une odeur d'ailleurs assez forte et désagréable. C'est une autre protection de la belette. Si vous essayez de la prendre dans vos mains, elle libère une substance que vous n'oublierez pas. Il faut aussi mentionner le rythme de chasse. La belette ne chasse pas par tranches, comme beaucoup de prédateurs. Il n'y a pas de nette distinction entre activité diurne et nocturne. Elle est polyphasique, alternant de courtes périodes d'activité et de courtes périodes de repos tout au long des 24 heures. Un cycle typique ressemble à ceci: 40 à 100 minutes de chasse active, puis 20 à 60 minutes de sommeil dans un abri, puis à nouveau la chasse, et ainsi de suite toute la journée, sans jour de repos, sans mode nocturne. La belette dort par petites tranches, un peu comme un soldat au front, car elle est, en effet, en permanence au front. Une étude menée en Pologne en 1989 par radiotélémétrie a montré qu'une belette parcourt en moyenne 5 à 5 km par jour. 5 km pour une créature de 20 cm de long. Ramenez cela à l'échelle humaine. C'est comme si une personne mesurant 1,80 m parcourait 22 km par jour, chaque jour, sur un terrain accidenté, dans le froid, affamé, tout en chassant et en tuant des proies. La reproduction, un pari sur l'avenir. Si la chasse est le quotidien de la belette, la reproduction est son pari sur l'avenir. Et là aussi, tout est soumis à la logique de la survie. La période de rue de la belette tombe au printemps, généralement en mars-avril, bien que dans les régions méridionales, elle puisse commencer plus tôt. Le mâle recherche la femelle à l'odeur, et quand il la trouve, la parade nuptiale est brève et sans cérémonie. L'accouplement peut être rude, le mâle saisit la femelle par la nuque et la maintient, comportement typique chez les mustélidés. L'acte dure de quelques minutes à plus d'une heure, avec plusieurs répétitions. Il existe une caractéristique intéressante qui distingue la belette de nombreux cousins. Chez l'hermine, par exemple, il existe une implantation différée. L'œuf fécondé ne s'accroche pas immédiatement à la paroi de l'utérus, mais attend plusieurs mois. Chez la belette, ce n'est pas le cas. La gestation débute immédiatement et dure de 34 à 37 jours, soit un peu plus d'un mois. À titre de comparaison, chez le chat domestique, c'est environ 63 jours. La belette est pressée. Elle n'a pas le temps d'attendre. Une portée compte jusqu'à 10 petits, en moyenne 5 à 6. Les nouveau-nés sont minuscules, 2 à 3 grammes chacun. 3 grammes, c'est le poids d'un grain de raisin. Et chaque grain de raisin est un futur super prédateur. Les petits naissent aveugles, sourds, couverts d'un fin duvet blanc. Ils dépendent totalement de leur mère. Elle les nourrit au lait, les réchauffe de son propre corps, les protège de tout, du froid, des serpents, des autres prédateurs, et même des mâles de sa propre espèce qui peuvent tuer une portée qui n'est pas la leur. Les yeux s'ouvrent vers le 2-6 œufs, 3-0 et jour.
À 5 semaines, les petits commencent à manger la viande que leur mère leur rapporte. À 8 semaines, ils quittent le nid. Et c'est là que commence ce qu'il y a de plus fascinant. La mère leur apprend à chasser. Elle apporte une proie à demi vivante, une souris blessée, un campagnol affaibli, et la relâche devant les petits. Ils apprennent à tuer, d'abord maladroitement, puis avec de plus en plus de précision. La morsure à la nuque est un instinct, mais c'est une compétence qui se perfectionne. La mère leur donne l'occasion de s'entraîner. Entre 3 et 4 mois, les jeunes sont autonomes. Ils quittent le territoire de leur mère et commencent leur propre vie. Et cette vie sera courte. L'espérance de vie moyenne d'une belette à l'état sauvage est de 1 à 2 ans. 1 à 2 ans, c'est presque rien. Certains individus atteignent 3 ans, mais c'est une exception. En captivité, une belette peut vivre jusqu'à 7 ans, mais en captivité, il n'y a ni faim, ni prédateur, ni besoin de chasser chaque jour pendant 10 à 12 heures. C'est ce qui m'a personnellement le plus frappé. 1 an, 2 ans, cela signifie que la plupart des belettes ne survivent qu'à un seul hiver, un seul. Et durant cet hiver, elles doivent chasser par négatif 20 degrés Celsius, dans la neige, dans l'obscurité, chaque jour, sans droit à l'erreur. Des calculs énergétiques réalisés par des zoologistes chinois au début des années 1990 ont montré qu'en hiver, une belette doit capturer au minimum 5 à 6 campagnols par jour pour compenser ses pertes de chaleur. 6 mises à mort par jour, chaque jour, pendant tout l'hiver. Le dimorphisme sexuel chez la belette ne se résume pas à « les mâles sont plus grands ». C'est une répartition stratégique. Le mâle peut peser 1,5 fois à 2 fois plus que la femelle. Les deux sexes occupent des niches écologiques différentes. Le grand mâle chasse des proies plus grosses, rats, jeunes lapins, hamsters adultes. La petite femelle se spécialise dans les campagnols et les souris en se faufilant dans les terriers les plus étroits où le mâle ne peut pas entrer. Cela signifie que le mâle et la femelle ne sont pas directement en concurrence pour la nourriture. Une solution géniale, 2 prédateurs vivant sur le même territoire, chassant des proies différentes. Une répartition écologique entre les sexes. Les biologistes appellent cela la différenciation de niches sexuelles, et la belette en est l'un des exemples les plus frappants. La mortalité juvénile est écrasante. Selon certaines estimations, jusqu'à 80% des belettes ne survivent pas à leur première année. 80%, soit 4 sur 5. Elles sont tuées par les chouettes, les beuses, les renards, les chats, les serpents, le froid, la faim. La belette est une proie pour de nombreux prédateurs. Elle est minuscule, exposée, elle ne peut ni se réfugier dans une carapace, ni se rouler en boule. Sa seule protection, la vitesse, l'agressivité et cette sécrétion nauséabonde de ses glandes. Encore un point qui mérite d'être développé, le nid de la belette. Elle ne creuse jamais son propre terrier, jamais. Elle occupe celui des autres, généralement celui-là même des campagnols et des souris qu'elle a tués. La logique est infaillible. Tuer le propriétaire, occuper sa maison. La chambre du nid est isolée par la belette avec les peaux et le poil de ses victimes. Imaginez, elle dort dans la maison de sa proie, sur une litière faite de sa propre fourrure. Cela paraît macabre, mais du point de vue de l'économie d'énergie, c'est parfait. Le poil des rongeurs est un excellent isolant thermique et construire sa propre maison représenterait une dépense d'énergie superflue alors que cette énergie manque déjà cruellement. Une femelle qui allaite se trouve dans des conditions de charge extrême. Elle doit se nourrir elle-même, donc chasser. Elle doit nourrir 5 ou 6 petits, donc chasser encore davantage. Elle doit protéger le nid, donc rester sur place. Tout cela en même temps. Des études ont montré qu'une femelle allaitante augmente sa consommation alimentaire d'1,5 fois à 2 fois. Cela signifie non pas 6, mais 10 à 12 campagnols par jour. 12 mises à mort quotidiennes, chaque jour pendant plusieurs semaines, sans jour de repos, sans aide, sans partenaire. Le mâle ne participe absolument pas à l'élevage des petits. Il est parti après l'accouplement et ne reviendra pas. Une intelligence surprenante. Je voudrais m'arrêter sur ce dont on parle le moins, l'intelligence de la belette. La qualifier d'intelligente au sens où l'on parle des corbeaux ou des dauphins serait exagéré.
Son cerveau est petit plus précisément, sa masse représente environ 12% de la masse corporelle, ce qui, pour un prédateur, n'est pas mal, sans être exceptionnel non plus. Pourtant, la belette fait preuve d'une flexibilité comportementale impressionnante. Premièrement, la mémoire spatiale. La belette se souvient de l'emplacement de tous les terriers et abris de son territoire. Elle se souvient de ceux qui sont vides, de ceux qui sont occupés, de ceux qu'elle a déjà inspectés aujourd'hui. Elle ne parcourt pas son territoire au hasard, elle planifie son itinéraire. Des études utilisant des radiocolliers ont montré que la belette évite de réinspecter des terriers qu'elle a déjà vérifiés au cours des dernières heures. Cela signifie qu'elle se souvient. Elle prend des décisions fondées sur l'information. Deuxièmement, le comportement adaptatif. Les belettes vivant près de l'homme apprennent rapidement à exploiter l'environnement anthropique. Elles s'installent dans les granges, les caves, les murs en pierre. Elles retiennent l'heure où l'on nourrit la volaille et viennent quand les humains sont absents. Elles connaissent les trajets des chats et des chiens et les évitent. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'apprentissage. Un apprentissage individuel fondé sur l'expérience. Troisièmement, les tactiques de chasse. La belette n'agit pas toujours de la même manière. Face à un campagnol dans son terrier, une tactique. Face à un rat en terrain découvert, une autre. Face à un oiseau posé sur son nid, une troisième. Elle évalue la situation, évalue le risque, choisit son approche. Il existe des observations documentées, bien que rares, de belettes attirant des lapins hors de leur abri par une sorte de danse. Elles tournoient, sautent, se roulent par terre sous les yeux des lapins. Les lapins restent figés, observant ce comportement étrange. Et alors, la belette bondit. Certains biologistes se montrent sceptiques face à ces descriptions et pensent que cette danse serait un symptôme d'infection par le parasite Screwjabingillus nasicola, un nématode qui attaque les sinus crâniens des mustélidés. Il n'y a pas de réponse définitive. Il y a des observations, il y a des sceptiques. La vérité, comme souvent en biologie, se trouve probablement quelque part entre les deux. Dites-moi franchement, saviez-vous qu'une créature aussi minuscule était capable de pensée tactique, que la belette peut choisir différentes stratégies de chasse selon la situation? Écrivez en commentaire si cela vous a surpris. Encore un fait à mentionner. La belette est capable de ce qu'on appelle l'immobilité tonique. Elle peut rester figée, immobile, pendant un long moment. C'est à la fois une technique de chasse et une stratégie défensive. Quand la belette sent un danger et ne peut pas fuir, elle se fige, devient invisible. Vu sa taille et sa coloration protectrice, cela fonctionne. Elle se fond dans l'herbe, dans les pierres, dans la terre. Le prédateur passe à côté, la belette survit. Il y a encore un aspect comportemental qui mérite qu'on s'y attarde. La belette est une créature d'une curiosité extraordinaire. Ce trait est souligné par tous ceux qui l'ont observé dans la nature ou en captivité. Elle examine tout, chaque nouvel objet, chaque son, chaque odeur. Pour la belette, la curiosité n'est pas un divertissement, c'est un outil de travail. Plus elle en sait sur son territoire, plus efficacement elle chasse. Plus vite elle remarque un changement, un nouveau terrier, une nouvelle odeur, un nouvel abri, plus grandes sont ses chances de survie. La curiosité de la belette est une forme de reconnaissance, continue, ininterrompue. Et la belette possède aussi un temps de réaction remarquable, estimé à environ 30 à 50 millisecondes. À titre de comparaison, chez l'homme, c'est 200 à 250 millisecondes. La belette réagit 5 à 7 fois plus vite que l'homme. Quand une souris tente de bondir de côté, la belette corrige immédiatement sa trajectoire. Quand une chouette fond sur elle, la belette a le temps de plonger dans un abri. La vitesse de réaction, c'est la différence entre la vie et la mort mesurée en dizaines de millisecondes. Prédateur et proie à la fois. La belette occupe une place unique dans l'écosystème. Elle est à la fois prédateur et proie. Elle régule les populations de rongeurs et sert elle-même de nourriture à des prédateurs plus grands. Ses principaux ennemis sont les rapaces, chouettes, beuses, éperviers. Pour une chouette, la belette est une proie idéale, petite, chaude, calorique. Il existe une photo célèbre, devenue virale en 2015, montrant une belette sur le dos d'un pic vert en plein vol. Le photographe Martin Lemay a saisi le moment où la belette a attaqué le pic,
qui s'est envolé avec elle accrochée à son dos. Le pic a réussi à se débarrasser de la belette et à s'échapper, mais le simple fait qu'une belette attaque un oiseau plusieurs fois plus gros qu'elle et ne lâche pas prise même en plein vol en dit long. Les renards chassent également les belettes, tout comme les chats domestiques et particulièrement les chats. Des études menées au Royaume-Uni ont montré que les chats domestiques sont l'un des principaux prédateurs de la belette en zone périurbaine. Un chat est un prédateur 20 à 30 fois plus lourd qu'une belette. Dans un affrontement direct, la belette a peu de chance, bien qu'il soit également documenté que des belettes tiennent parfois tête au chat, elles sifflent, arquent le dos, effectuent de fausses charges, et le chat peut reculer car la belette mord fort, vite et douloureusement, et cela ne vaut pas la peine pour un chat qui a une gamelle qui l'attend à la maison. Les relations de la belette avec l'hermine méritent une mention à part. L'hermine est la plus proche parente de la belette, mais elle est plus grande. Les mâles hermines pèsent 200 à 300 grammes, soit 2 à 3 fois plus qu'une belette. Là où leurs territoires se croisent, l'hermine domine, peut tuer la belette, et le fait parfois. C'est pourquoi la belette et l'hermine se répartissent souvent écologiquement. La belette se rabat sur des proies encore plus petites, littéralement. Elle chasse les plus petits rongeurs dans les terriers les plus étroits où l'hermine ne peut pas se glisser. La concurrence a conduit à une réduction évolutive de la taille. La belette est devenue encore plus petite pour occuper une niche inaccessible à ses concurrents, une heureuse erreur pour un petit prédateur. Avec l'homme, la belette entretient une relation complexe. Pendant des siècles, paysans et agriculteurs ont eu une double attitude envers elle. D'un côté, elle détruit souris et rats, protégeant les greniers. Dans la Rome antique et l'Europe médiévale, on gardait même des belettes dans les maisons, comme équivalent vivant du piège à souris, avant que les chats ne prennent leur place. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, mentionne des belettes domestiques. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. De l'autre côté, la belette peut s'introduire dans un poulailler, et c'est alors la catastrophe. Elle tue les poules, parfois toutes, jusqu'à la dernière. C'est ce même comportement de massacre excessif, ce même caching. Mais pour l'agriculteur qui a perdu 10 poules en une nuit, ce n'est pas une accumulation stratégique de réserves, c'est une ruine. Les relations avec la belette dans les campagnes restent tendues aujourd'hui encore. On l'empoisonne, on la piège, on la détruit. Bien que, dans de nombreux pays européens, la belette soit protégée par la loi en tant qu'élément de la faune locale. Il faut mentionner à part les relations de la belette avec les serpents. La belette est l'un des rares petits prédateurs capables de tenir tête à un serpent. Elle attaque des serpents, y compris venimeux, comme la vipère par exemple. Des cas sont documentés où une belette a tué une vipère commune. La tactique est simple, vitesse et précision. La belette se déplace plus vite que le coup de tête du serpent. Elle tourne, esquive, attend le bon moment et saisit le serpent par la tête. Une morsure à la base du crâne, et c'est terminé. Cela ne veut pas dire que la belette gagne toujours. Le serpent peut toujours mordre. Une morsure de vipère, pour une créature pesant 70 grammes, est presque une mort assurée. Mais la belette prend ce risque car un serpent représente beaucoup de viande, beaucoup de calories, beaucoup de carburant pour ce moteur effréné. Encore un adversaire de la belette dont on parle rarement, le rat. Le rat sur mulot pèse environ 200 grammes, 3 fois plus qu'une belette. Et le rat n'est pas une proie sans défense. C'est lui-même un prédateur. Il a de puissantes incisives, il est agressif et intelligent. L'affrontement entre une belette et un rat est un vrai combat. La belette l'emporte grâce à sa vitesse et à la précision de sa morsure, mais elle peut en sortir sérieusement blessée. Les biologistes ont observé que les mâles belettes qui chassent le rat portent souvent des cicatrices de morsures sur le corps. C'est une chasse à haut risque, mais la récompense est grande, une proie suffisante pour toute une journée. Répartition, sous-espèces et évolution. La belette est l'un des mammifères carnivores les plus largement répandus de la planète. Son aire de répartition couvre pratiquement toute l'Eurasie, de l'Irlande au Japon, de la Scandinavie à l'Afrique du Nord. Elle vit en Amérique du Nord, du Canada aux États-Unis septentrionaux. Elle occupe les montagnes jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Elle vit dans la toundra, dans la taïga, dans la steppe, dans les forêts, dans les prairies de montagne, dans les champs cultivés, dans les jardins, en périphérie des villes. En France,
On la trouve sur pratiquement tout le territoire, des Pyrénées à la Bretagne, y compris en zone urbaine, dans les parcs et en périphérie des grandes agglomérations. Le nombre de sous-espèces de la belette fait l'objet de débats parmi les systématiciens. On en distingue traditionnellement jusqu'à 20, mais les recherches moléculaires des dernières décennies montrent que la situation est plus complexe. En 2021, un groupe de généticiens a proposé de diviser Mustela nivalis en 2 espèces distinctes, la belette proprement dite et la petite belette Mustela rixosa, présente en Amérique du Nord et en Sibérie du Nord-Est. Il n'y a cependant pas encore de consensus sur la question. La taxonomie des petits mustélidés est un domaine où les scientifiques débattent depuis un siècle et demi et semblent partis pour débattre encore autant. La taille de la belette varie considérablement selon les régions. La règle de Bergman, qui affirme que dans les climats plus froids, les animaux sont plus grands, fonctionne à l'inverse chez la belette. Les belettes du Nord sont plus petites que celles du Sud. Pourquoi ? Parce que la tâche principale de la belette nordique est de se glisser dans les terriers des lemmings, et les lemmings sont plus petits que les campagnols des zones tempérées. Proie plus petite, chasseur plus petit. L'évolution a ajusté la taille du prédateur à celle de sa proie. C'est d'ailleurs un exemple frappant de la manière dont l'écologie l'emporte sur la physiologie. D'un point de vue physiologique, la belette devrait être plus grande dans le nord, pour mieux conserver sa chaleur. D'un point de vue écologique, elle devrait être plus petite, pour pouvoir se glisser dans les terriers. C'est l'écologie qui a gagné. La belette a sacrifié son confort thermodynamique pour l'accès à la nourriture et a compensé ses pertes d'isolation par un métabolisme encore plus élevé, un cœur encore plus rapide, encore plus de mises à mort par jour. Honnêtement, cela semble presque incroyable, un animal qui évolue en direction d'une dégradation de sa propre énergétique. Et pourtant, cela fonctionne. La belette est l'un des prédateurs les plus efficaces au monde en termes d'étendue de répartition et d'effectifs. Des données précises sur la population mondiale sont difficiles à obtenir. La belette est discrète, petite, difficile à détecter, mais l'Union internationale pour la conservation de la nature la classe dans la catégorie préoccupation mineure. Elle ne s'éteint pas, elle prospère. L'histoire de la colonisation par la belette est intéressante. Elle n'a pas été introduite par l'homme aussi largement que l'hermine ou le putois, mais elle a colonisé la moitié de la planète sans aide humaine. La belette a atteint l'Amérique du Nord depuis l'Asie via le détroit de Bering lorsque le niveau des océans était plus bas pendant la dernière glaciation, il y a environ 500 000 ans. Depuis, les belettes nord-américaines et eurasiennes ont évolué en parallèle, mais restent aujourd'hui encore génétiquement assez proches. Mythologie et folklore. La belette est présente dans la mythologie et la culture de nombreux peuples. Rien d'étonnant. Une créature vivant près de l'homme, petite, mystérieuse, apparaissant et disparaissant comme un fantôme, ne pouvait qu'entrer dans les légendes. Dans la mythologie grecque antique, il existe l'histoire de Galantis, servante d'Alcmène, mère d'Héraclès. Selon la légende, Héra tentait d'empêcher la naissance d'Héraclès et Galantis trompa la déesse. En punition, elle fut transformée en belette. Ovide raconte cette histoire dans ses Métamorphoses. Depuis lors, dans la tradition antique, la belette a été associée à la ruse et à la tromperie, mais aussi au courage et à la fidélité. Dans la tradition slave, la belette est une créature ambiguë. Dans certaines régions, on pensait qu'elle protégeait la maison et le bétail. Il était interdit de la tuer, sous peine de malheur. Dans d'autres régions, on la craignait. On croyait qu'elle pouvait épuiser un cheval durant la nuit en emmêlant sa crinière. En réalité, une crinière emmêlée résulte de nœuds et de parasites, mais la belette était une explication commode. Au Japon, la belette, ou Itachi, est associée aux esprits de la nature. Le folklore japonais connaît le kametaki, littéralement la belette en forme de faucille, un mauvais esprit se déplaçant avec le vent et tranchant la peau des hommes d'une lame invisible. On expliquait ainsi des coupures apparaissant sans raison, par temps venteux, il s'agissait très probablement de petites gerçures et engeleurs. Dans l'héraldique européenne médiévale, la belette apparaissait parfois comme symbole de courage et de vigilance. Léonard de Vinci a peint la célèbre dame à l'hermine.
Et bien que ce soit une hermine, et non une belette, qui figure sur le tableau, dans l'Italie de l'époque, on ne faisait souvent pas de différence entre ces deux espèces, et les deux animaux symbolisaient la pureté et la noblesse. Il existe encore une strate culturelle qu'il vaut la peine de mentionner. Dans la médecine populaire de différents pays, on attribuait à la belette des vertus curatives. En Europe médiévale, on croyait qu'elle connaissait l'herbe de vie, une plante capable de ressusciter les morts. La légende voulait que si l'on tuait ses petits sous les yeux de leur mère, celle-ci irait chercher cette herbe pour les ranimer. Cette légende n'a évidemment aucun fondement réel, mais elle montre à quel point la belette avait pénétré l'imaginaire populaire. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels, être précisément parce que ses véritables capacités semblaient déjà surnaturelles. En France aussi, dans les campagnes, la belette occupait une place particulière dans les croyances populaires. On lui prêtait parfois le rôle de gardienne du foyer et des greniers, et certains paysans évitaient de la tuer, de peur d'attirer le malheur sur la ferme. Une belle légende derrière laquelle se cache un pragmatisme tout simple. Une belette dans la cour, c'est 0 souris dans le grenier. Les paysans comprenaient intuitivement la valeur de ce petit prédateur bien avant que les écologistes ne parlent de lutte biologique contre les nuisibles. Les menaces qui pèsent sur elle. La belette n'est pas menacée d'extinction pour le moment, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de problème. Premier problème, et le plus important, la transformation de l'environnement. La belette dépend des rongeurs, les rongeurs dépendent du paysage. Quand les champs se transforment en parkings, quand les prairies sont converties en monoculture, quand les haies sont arrachées et les murets en pierre démolie, les rongeurs n'ont plus où vivre. Pas de rongeurs, pas de belette. Deuxième problème, les pesticides. Les rodenticides, ces poisons contre les rongeurs, tuent la belette indirectement. Elle mange une souris empoisonnée et reçoit une dose de poison. On appelle cela l'empoisonnement secondaire. Une étude menée au Royaume-Uni en 2014 a montré que des traces de rodenticides étaient détectées dans les tissus d'une part importante des belettes retrouvées mortes. On empoisonne les souris et on empoisonne du même coup leur principal ennemi naturel, ironique et triste. Troisième problème, les chats. La population mondiale de chats domestiques est estimée à 600 millions. 600 millions de prédateurs qui tuent des belettes à la moindre occasion. Au Royaume-Uni, où la densité de chats est parmi les plus élevées au monde, la pression sur les populations de petits prédateurs belettes, hermines, est bien réelle. Mais l'ampleur exacte de cette pression n'a pas encore été précisément évaluée. C'est un domaine où les données manquent cruellement. Quatrième problème, le climat. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la mue hivernale. Les belettes des populations du Nord blanchissent en hiver. Mais si la neige tombe plus tard et fond plus tôt, la belette blanche se retrouve sur un fond sombre. Elle devient visible pour tout prédateur. Une étude publiée en 2006 dans la revue Scientific Reports a montré que le décalage entre la coloration et le fond augmente plusieurs fois la mortalité des animaux devenus blancs. L'évolution ne suit pas le rythme du changement climatique. La belette blanchit selon un calendrier qui était valable il y a des milliers d'années, tandis que la neige arrive désormais selon un nouveau calendrier et ce décalage tue. Il y a encore un problème moins évident, l'intensification de l'agriculture. Quand un champ est travaillé avec de gros engins, quand le chaume est brûlé, quand les talus sont labourés, la microstructure du paysage disparaît ses fossés, ses monticules, ses touffes, ces bandes d'herbes sauvages où vivent les campagnols. Un champ industriel moderne est un désert pour la belette. Plat, nu, sans abri, sans terrier, sans nourriture. Les écologistes d'Europe de l'Ouest observent un déclin des effectifs de belettes dans les régions à agriculture intensive. Les données restent pour l'instant dispersées, mais la tendance est visible. Dernier problème, la fragmentation des populations. Les routes, les clôtures, l'urbanisation découpe le paysage en morceaux. La belette ne traverse pas une autoroute à 6 voies, elle ne franchit pas une grande ville. Les populations se retrouvent isolées, la diversité génétique diminue, la capacité d'adaptation faiblit. Pour une espèce qui vit 1 à 2 ans et ne se reproduit qu'1 ou 2 fois dans sa vie, la perte de diversité génétique est une menace sérieuse.
Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans 50 ou 100 ans, cela pourrait devenir un problème. Et maintenant, arrêtez-vous un instant. Voici une question. Que pensez-vous de la belette après tout ce que vous venez d'entendre? Un petit animal adorable, un tueur impitoyable, ou peut être une troisième chose qui n'entre dans aucune de ces catégories simples? Écrivez-le en commentaire. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis. Encore quelques prouesses. Je n'ai pas pu me retenir de vous raconter quelques détails supplémentaires. La belette chasse aussi sous la neige. En hiver, quand la couche de neige atteint 30 cm, il se forme en dessous ce qu'on appelle l'espace subnivéen, une couche d'air entre le sol et la neige. La température y avoisine 0 degré, même quand il fait négatif 20 degrés Celsius en surface. C'est là que vivent les campagnols et c'est là que la belette chasse. Elle plonge sous la neige et se déplace dans ce monde caché, invisible à la fois pour ses proies venues d'en haut et pour ses prédateurs. La chasse sous la neige est une compétence à part entière. La belette s'oriente dans l'obscurité totale, par l'odorat et le son, dans un espace où il est difficile de se retourner, et pourtant elle chasse avec succès. Autre fait peu connu, la belette sait nager. Pas simplement flotter, elle nage réellement. Elle franchit des ruisseaux et de petites rivières. Il existe des observations de belettes traversant des obstacles aquatiques de jusqu'à 30 mètres de large. Pour une créature de 20 cm, 30 mètres d'eau équivalent, pour un être humain, à nager 1,5 km. Elle le fait pour accéder à des territoires de chasse de l'autre côté, et voici un fait qui m'a personnellement stupéfié. La belette est capable de grimper aux arbres. Elle le fait rarement, mais elle le fait en poursuivant des oiseaux, en pillant des nids, parfois en fuyant des prédateurs. Ses griffes sont suffisamment acérées pour s'agripper à l'écorce. Une créature qui chasse sous terre, sous la neige, dans l'eau et dans les arbres. Un soldat universel. Il est difficile d'imaginer un environnement dans lequel la belette ne serait pas capable de chasser. Encore un détail. La belette chasse parfois des insectes. Oui, un prédateur capable de tuer un lapin ne dédaigne pas les coléoptères et les sauterelles. Cela arrive quand le gibier principal se fait rare. La belette se rabat alors sur tout ce qui contient des calories. Un coléoptère, ce n'est pas grand-chose, mais 10 coléoptères, c'est déjà quelque chose, et 20, c'est une demi-journée de survie. La belette n'est pas difficile. Elle est pragmatique. Une calorie est une calorie, quel que soit son emballage. J'ai mentionné que les belettes vivent 1 à 2 ans, mais il faut ajouter un peu de contexte. Une année de vie de belette n'est pas une année de vie d'éléphant. À l'échelle de la belette, une année, ce sont des dizaines de milliers de chasses, des centaines de kilomètres parcourus, des millions de battements de cœur. Si l'on convertit le temps métabolique, le nombre de cycles cardiaques au cours d'une vie, la belette vit à peu près autant que les grands mammifères. Environ 1,5 milliard de battements de cœur, autant qu'un éléphant sur 60 ans. Sauf que la belette les vit en 1 an et demi. Elle vit la même vie, simplement plus vite, beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs le détail le plus poétique de toute l'histoire de la belette. Elle ne vit pas moins longtemps, elle vit plus vite. Son temps subjectif, si l'on peut dire, est plus densément condensé. Chaque seconde contient davantage d'événements, davantage de réactions, davantage de vie. Une année de belette, c'est 60 ans d'éléphant vécu en version accélérée. Et, encore une observation à ajouter, la belette vieillit vite. Les biologistes remarquent que les belettes de 2e année se distinguent nettement des jeunes d'1 an. Les dents sont usées, le pelage moins dense, les mouvements un peu plus lents. Les cicatrices sur le corps racontent un animal qui, en l'espace d'1 an, a vécu une vie entière. L'usure est colossale. Un corps qui fonctionne à un tel régime s'use à toute vitesse. Une belette de 2e année est une vétérane, une survivante, celle qui a traversé l'hiver, la faim, des centaines de chasses, des rencontres avec des prédateurs et qui s'en est sortie vivante pour l'instant. Le métronome de l'écosystème. Voici encore un élément qui montre à quel point la belette est importante pour l'écosystème. En Scandinavie et dans les régions subarctiques, la population de belettes est directement liée à celle des lemmings. Les lemmings se reproduisent de façon cyclique. Environ tous les 3 à 4 ans, leur nombre augmente brusquement, puis s'effondre. La belette suit ce cycle. Beaucoup de lemmings,
beaucoup de belettes. Peu de lemmings, peu de belettes. Mais fait intéressant, la belette ne se contente pas de réagir au cycle, elle l'amplifie. Quand les lemmings sont nombreux, les belettes se reproduisent intensément et accentuent la pression sur la population de rongeurs, ce qui accélère la chute des effectifs de lemmings. Quand les lemmings se raréfient, les belettes meurent massivement de faim, la pression sur les lemmings diminue, ce qui leur permet de se reconstituer. C'est le schéma classique proie-prédateur, décrit par le modèle mathématique de Lotka-Volterra dès les années 1920. La belette est une illustration vivante de ce modèle mathématique. Des recherches menées par des écologistes norvégiens ont montré que sans la belette, le cycle des lemmings serait différent, moins marqué, plus chaotique. La belette lui donne son rythme. Elle est le métronome de l'écosystème. Un petit métronome discret qui donne la cadence à toute la toundra. Encore un aspect écosystémique dont on parle très peu. La belette est un indicateur de la santé de l'écosystème. Si une région abrite une population stable de belettes, cela signifie que la population de rongeurs se porte bien. Cela signifie que la végétation dont se nourrissent les rongeurs se porte bien. Cela signifie que le sol dans lequel pousse cette végétation se porte bien. La belette se trouve au sommet d'une pyramide alimentaire à petite échelle, et sa présence ou son absence signale l'état de tout le système. Les écologistes appellent ce type d'animal une espèce indicatrice. La belette en est un exemple idéal, petite, sensible, réagissant rapidement aux changements. Voici d'ailleurs une histoire instructive. La belette n'a jamais été introduite en Nouvelle-Zélande, contrairement à l'hermine, qui y a été introduite en 1880 pour lutter contre les lapins. L'hermine y est devenue une catastrophe écologique. Elle s'est mise à décimer les oiseaux locaux dont beaucoup ne savaient pas voler et n'avaient aucune protection contre les prédateurs terrestres. Le kiwi, le takahe, le kokako, tous ont souffert. La belette n'est pratiquement pas présente en Nouvelle-Zélande. Quelques individus isolés ont pu y arriver accidentellement, mais aucune population stable ne s'y est établie. Cependant, l'exemple de l'hermine montre ce qui se serait passé si la belette avait été introduite. Elle aurait aggravé cet effet destructeur en atteignant les plus petites espèces endémiques, celles trop petites même pour l'hermine. Cet exemple est un avertissement sur la manière dont un prédateur exotique peut détruire un écosystème façonné pendant des millions d'années sans mammifères prédateurs terrestres. Une créature qu'on n'oublie pas. Ceux qui ont croisé une belette de près décrivent tous la même réaction. D'abord l'attendrissement, puis la stupéfaction face à son absence totale de peur. La belette ne fuit pas l'homme comme le ferait une souris. Elle s'arrête, vous regarde, se dresse sur ses pattes arrière. C'est sa posture caractéristique de reconnaissance. Elle se dresse comme un petit poteau pour mieux voir et mieux sentir. Elle vous regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, vous comprenez que ce n'est pas une proie en train d'évaluer une menace. C'est un prédateur qui vous évalue, vous. Les zoologistes qui travaillent avec des belettes en captivité soulignent leur énergie inlassable. La belette ne reste jamais immobile, jamais. Elle court dans sa cage, inspecte chaque recoin, saute, grimpe, fouille. Si on ne lui donne pas suffisamment d'espace et de stimulation, elle commence à manifester des comportements stéréotypés, caractéristiques du stress chez les mustélidés. La belette n'est pas un animal fait pour la captivité, ni un animal de compagnie, ni un jouet. Des tentatives d'apprivoisement ont été menées à de nombreuses reprises, et le résultat est généralement le même, morsure, stress et fuite à la première occasion. Je me souviens qu'en lisant pour la première fois la description du comportement d'une belette en captivité, un détail m'a frappé. Un chercheur décrivait comment une belette placée dans un vaste enclos, doté d'un réseau de tunnels, avait exploré chaque centimètre carré de l'espace en moins de 20 minutes. Chaque centimètre carré en 20 minutes. Cette créature ne se repose jamais. Elle fonctionne en permanence, comme un petit drone biologique qui scanne le terrain sans arrêt. Encore une histoire tirée d'observations naturalistes personnelles. Le zoologiste britannique Ernest Neal a raconté comment une belette installée dans son jardin avait, en 2 semaines, entièrement débarrassé le terrain des campagnols, complètement, jusqu'au dernier. Puis elle était partie chercher d'autres terrains de chasse. En 2 semaines,
Une seule belette avait accompli ce que ni les pièges ni le poison n'avaient réussi à faire. 20 à 30 campagnols éliminés par un seul prédateur de 70 grammes. Sans produits chimiques, sans effets secondaires, sans dommages pour l'écosystème. Un contrôle biologique parfait. Ce que révèle son nom. Le mot « belette » en français vient, selon l'étymologie la plus répandue, de « belle ». La belette serait littéralement « la petite belle ». C'est un euphémisme, exactement comme dans les langues slaves, où le nom de la belette dérive de mots signifiant « douce » ou « gentille ». Les animaux dangereux ou désagréables étaient souvent nommés par euphémisme avec des mots doux, flatteurs, agréables, pour ne pas attirer le malheur. L'ours, littéralement « celui qui connaît le miel » dans certaines langues slaves, est lui aussi un euphémisme. La belette douce, la belette jolie, on la nomme gentiment et elle ne fera pas de mal. Une pensée magique mais qui a survécu dans la langue pendant des millénaires. En anglais, le mot « weasel » a une connotation durablement négative. Weasel words, les mots évasifs. To weasel out, se dérober, se défiler. Weaselly, rusé, peu fiable. Dans la culture anglo-saxonne, la belette est un symbole de tromperie. Dans la tradition slave, elle est ambiguë. Dans la tradition japonaise, elle est surnaturelle. En France, à travers son nom même, elle reste associée à la joliesse et à la douceur, un dernier hommage peut être inconscient, rendu à cette petite créature. Un seul et même animal, plusieurs archétypes culturels différents. Cela nous en dit beaucoup, non pas sur la belette, mais sur nous-mêmes. Et pour finir, un détail linguistique que je trouve fascinant. Dans le nom latin Mustela nivalis se cache une double métaphore. Mustela, de mus, souris, et tela, flèche, la flèche à souris. Une créature pointée vers les souris comme une flèche. Et nivalis, des neiges, la flèche à souris des neiges. Même Linné, en donnant ce nom au XVIIIe siècle, n'a pas résisté à la poésie. Conclusion, et nous voici arrivés à la fin, à ce point où les faits s'arrêtent et où commence la réflexion. La belette n'est ni un animal mignon, ni un tueur impitoyable. Elle est la réponse de la nature à une question impossible. Comment survivre quand on est le plus petit prédateur de la Terre? Comment chasser quand on pèse moins qu'un œuf de poule? Comment ne pas geler quand son corps perd sa chaleur plus vite qu'il ne la produit? La réponse de la belette? Ne jamais s'arrêter, pas même une seconde. Vivre plus vite, chasser plus souvent, risquer davantage, mourir plus tôt. Il y a là quelque chose devant quoi il est difficile de ne pas s'incliner. La belette ne se plaint pas, ne se cache pas, n'attend pas la clémence de l'écosystème. Elle prend sa vie tout entière, complètement, avec tous ses 20 mois, et la vie a un rythme dont nous, les humains, n'osons même pas rêver. 1,5 milliard de battements de cœur, des milliers de chasses, des centaines de kilomètres, une seule année, et pas une seconde de gaspiller. Si un jour vous apercevez une belette, arrêtez-vous, regardez-la. Elle vous regardera aussi, et dans ses petits yeux comme des perles, vous ne verrez ni douceur ni cruauté. Vous verrez une détermination absolue, sans compromis, à vivre coûte que coûte, malgré sa taille, malgré la physique, malgré tout. C'est sans doute la créature la plus tenace de la planète, et la plus honnête, car la belette, c'est la vie sans pause, sans faux-semblants, sans fioritures inutiles. Si ces informations vous ont été utiles, votre soutien serait très apprécié. Likez, abonnez-vous à la chaîne.